Bienvenue à votre émission Santé pour tous. Au début du XXe siècle, des avancées majeures dans la découverte de médicaments antimicrobiens et le contrôle des infections ont contribué à inverser la tendance de l'espérance de vie de 20 ans, notamment dans le domaine de l'infection bactérienne. Par exemple, avec la découverte de la pénicilline en 1928. Malheureusement, au fur et à mesure que les antibiotiques étaient plus largement utilisés, les bactéries ont réagi en développant diverses formes de résistance, d'où la résistance aux antimicrobiens, encore appelée RAM. Le 30 avril 2014, à Genève, une alerte concernant la résistance aux antimicrobiens a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, une menace la présentant comme l'une des plus graves crises sanitaires auxquelles le monde devrait faire face dans les années à venir. Les mortalités dues à la RAM devraient atteindre des niveaux épidémiques plus élevés, causant 10 millions de décès d'ici à 2050, plus que ceux causés par le cancer aujourd'hui. Au-delà de son impact direct sur la morbidité et la mortalité, la RAM a des répercussions économiques substantielles avec des prévisions d'augmentation du coût mondial de la santé en 300 et 1000 milliards de dollars américains par an d'ici à 2050. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays membres de l'OMS, s'est engagé résolument dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens par l'adoption de son plan d'action multisectoriel 2017-2020. Quelle est la situation exacte à ce jour? Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions à ce problème de santé lié à la résistance aux antimicrobiens? Avec nos invités, nous allons échanger autour de ces préoccupations. Il s'agira également d'une association, Action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens, Agiram, qui œuvre pour l'efficacité des antimicrobiens à travers l'adoption de bonnes pratiques au cours de la prise médicamenteuse. Pour échanger autour de ce thème, nous accueillons deux invités. Docteur Adama Guembré. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, madame. Aussi. Il est le responsable scientifique de l'association Agiram. Docteur Moussa Ouedraogo. Bienvenue, docteur. Merci. Docteur Moussa Ouedraogo est vétérinaire, biologiste et chargé à la formation de Action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens Agiram. Le 29 juillet dernier, l'Agiram, dont vous êtes membre, a organisé une table ronde sur la problématique de la résistance aux antimicrobiens avec pour thème résistance aux antipaludiques et prise en charge du paludisme au Burkina Faso. Nous voyons avec la régie l'activité en question. Au Burkina Faso, en 2021, ce sont plus de 12 millions de cas de paludisme qui ont été enregistrés dans les établissements sanitaires, avec plus de 600 000 cas de paludisme grave et plus de 4 000 décès. Et selon les spécialistes, au même moment se développe un problème encore plus complexe qui est celui de la résistance aux antipaludiques. La première chose déjà, c'est d'éviter l'automédication parce que lorsque je sens un mot de tête ou peut-être un mot de ventre, je pars directement à la pharmacie et je commence à dire j'ai le palu ou bien j'ai ci, j'ai cela. Ou bien je commence directement même à prendre des médicaments. Ceci favorise malheureusement la résistance à ces médicaments-là. Et donc du coup, nous serons confrontés à une situation un peu désagréable. Au-delà de ça également, c'est de toujours respecter donc, que ce soit les posologies qui sont prescrits donc, par les prescripteurs et aussi respecter les traitements. Parce que de plus en plus, les patients souvent, ils ne respectent pas cela. Ils ne respectent pas les prises, ils ne respectent pas aussi le suivi vraiment de leur traitement, ce qui va favoriser malheureusement donc, la résistance aux antimicrobiens. Il y a aussi l'assainissement, parce qu'il est extrêmement important de pouvoir aussi s'assurer de la propriété non seulement de nos concessions, de notre environnement, parce que c'est un élément aussi malheureusement aussi
qui, je dirais, favorise l'émergence donc, de la résistance à ces antimicrobiens. Si, au vu de l'importance du sujet, les dispensateurs et les prescripteurs sont mis à contribution dans la lutte contre la résistance aux antipaludiques, l'appel est également lancé à d'autres acteurs, notamment les décideurs. Aux gouvernants, aux différents partenaires du Burkina Faso, c'est déjà d'accompagner l'ensemble des initiatives qui sont déjà développées dans le cadre de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Nous avons des initiatives par exemple de recherche pour le vaccin RN1 qui est très accompagné. Nous avons des initiatives de sensibilisation, nous avons des initiatives de formation. Tout ceci doit vraiment être accompagné par les gouvernants, par les partenaires. Mais au-delà de ça également, il faut aussi que le gouvernement véritablement s'investissent davantage dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en développant vraiment une stratégie de communication qui pourrait permettre à l'ensemble des différents acteurs du système de santé, l'ensemble des populations, pour qu'ils aient l'information que si nous n'arrivons pas à garantir ces antimicrobiens-là sur efficaces, alors nous serons confrontés à un moment donné où nous n'aurons plus de traitement efficace contre le paludisme et contre tous les autres problèmes, les autres maladies que nous avons au niveau donc, de notre pays et au niveau de notre système de santé. Une table ronde dont le parrain qui a été représenté n'est tout autre que le professeur Alidou Tinto, l'investigateur du R21, le vaccin anti-palu. Le message du parrain, il est double. C'est déjà féliciter cette jeunesse qui a pris à bras le corps ce problème de santé qui est réel, qui est la résistance aux antimicrobiens. Et comme vous l'avez vu, et si on y prend garde, dans les 25 années à venir, on créera un problème qui est plus sérieux que le HIV et les autres résistances. Aussi, et le deuxième message, c'est l'aspect communautaire, insister sur la prise en charge communautaire, que les gens puissent s'approprier les messages et cela commence individuellement pour pouvoir avoir un effet collectif. Mise en place en 2021, Action de jeunes contre la résistance aux antimicrobiens est un réseau de jeunes burkinabés pluridisciplinaires engagés qui se veut un cadre dont la vision est de susciter une prise de conscience au sein de l'opinion publique burkinabé afin de garantir l'efficacité des antimicrobiens pour les générations futures. Nous poursuivons l'émission avec la rubrique consacrée à l'entretien. À travers l'élément que nous venons de suivre, nous avons pu visionner une activité de la GIRAM pour parler de la résistance aux antimicrobiens, mais spécialement sur le paludisme. Dans cette émission, nous allons parler des résistances de manière générale, mais nous aurons l'occasion de parler plus précisément du paludisme à une autre occasion. Avant d'aborder ce que vous faites exactement au niveau de la GIRAM, nous allons chercher à comprendre ce qu'est un antimicrobien. Docteur Guembré. Antimicrobien, c'est un terme générique qui englobe beaucoup d'autres sous-groupes de médicaments. Donc quand on dit antimicrobien, anti c'est dit contre. Et microbien, donc c'est contre les microbes. Donc les microbes, c'est quoi? Ce sont des organismes vivants qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui sont microscopiques, on ne voit pas à l'œil nu. Il faut un certain nombre de dispositifs pour pouvoir les voir. Et donc les antimicrobiens sont des médicaments qui vont aller agir, soit détruire, soit bloquer la multiplication de ces micro-organismes. Donc quand on prend le thème antimicrobien, on nous trouve à l'intérieur les antibiotiques. Ça, ce sont les médicaments qui seront destinés contre les bactéries. On trouve à l'intérieur les antiparasitaires. Ça, ce sont les médicaments qui sont destinés pour tuer les parasites. On retrouve à l'intérieur les antiviraux. Ce sont les médicaments qui seront destinés en fait pour éliminer les virus. Et aussi, on retrouve à l'intérieur les antifongiques. Donc, ce sont les médicaments qu'on va utiliser pour éliminer en fait les champignons microscopiques. Donc, c'est un thème vague, c'est un thème large. Et dans nos contextes, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays sous-développés, c'est un paquet de médicaments qui sont très fréquemment utilisés parce que nous sommes très, très confrontés aux maladies ou pathologies infectieuses. Donc, c'est un peu le concept définitionnel d'antimicrobien. Docteur Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Docteur Guembré vient de définir? Je pense que tout est ressorti. Il est important de savoir que dans cette panoplie de microbes,
On a aussi les antifongiques, les antibactériens dirigés spécifiquement contre un agent pathogène spécifique. Donc je pense que dans sa définition, tout est ressorti. Docteur Guembré, donc je reviens à vous. Quelles sont les causes ou les facteurs de résistance aux agents antimicrobiens? Les causes sont multiples et diversifiées, mais il faut dire qu'il y a une cause fondamentale qui chapeaute toutes les autres causes. En fait, dit que c'est le sous-développement en fait dans notre contexte qui est une cause qui chapeaute toutes les autres causes parce que le sous-développement fait que dans notre contexte, on est beaucoup confronté aux maladies infectieuses. D'abord, la malnutrition. Quand vous parlez de maladies infectieuses, on peut citer quelles maladies par exemple? La méningite est une maladie infectieuse. On a les diarrhées qui sont dues à des bactéries qu'on appelle les maladies infectieuses. Les pneumonies sont aussi des maladies respiratoires. Okay. En fait, toute maladie due à un agent pathogène est appelée maladie infectieuse. Donc, c'est diversifié. Comme je l'ai dit, dans notre contexte, c'est les pathologies qu'on croise le plus. Donc, comme on dit, dans notre contexte, avec le sous-développement, on a la malnutrition qui est là, on n'a pas l'accès à l'hygiène est limité. Aussi, on a un problème sur en fait, le personnel qualifié. Voilà, on a un déficit de personnel qualifié pour pouvoir en fait, prescrire les antimicrobiens. Donc tous ces facteurs-là contribuent en fait, au développement ou à l'émergence des bactéries résistantes. Voilà. Donc pour d'autres facteurs, pour aller en profondeur, on va parler de l'usage non rationnel des antimicrobiens qui va provoquer en fait l'émergence des bactéries. Puisque lorsqu'on prend des antimicrobiens ou des antibiotiques, ils vont aller éliminer les bactéries. Mais lorsque parmi ces bactéries, on a des bactéries résistantes qui sont là, on va faire ce qu'on appelle une pression de sélection. Donc on va éliminer les bactéries sensibles et on va laisser la place vide aux bactéries résistantes. Donc ça va permettre aux bactéries résistantes de se multiplier. Donc c'est ça qu'on appelle une pression de sélection. Donc l'usage non rationnel, l'automédication, l'usage abusif, l'usage inapproprié, voilà, tous ces facteurs-là qui vont contribuer en fait à l'émergence des bactéries résistantes et à la résistance aux antimicrobiens. Aussi, il y a plusieurs facteurs, comme je vous ai dit, c'est multifactoriel. Il y a l'alimentation. Lorsqu'on consomme des aliments qui sont en contact ou bien qui contiennent des résidus d'antibiotiques ou d'antimicrobiens ou qui contiennent déjà des bactéries résistantes, on risque soit de se contaminer, soit de mettre nos gemmes qu'on a dans notre organisme en contact avec des résidus d'antimicrobiens, ce qui va permettre aux microbes là, de s'acclimater avec ces résidus-là, puisqu'ils ne sont pas en concentration suffisante pour les éliminer. Donc ces gemmes vont rentrer en contact et voir comment ils peuvent développer des mécanismes de défense contre en fait, ces antimicrobiens. Docteur Moussa Ouedraogo. Ce qu'il a dit, il faut ajouter aussi beaucoup le marché noir. Voilà, il faut dire qu'à travers le pays, à gauche, à droite, ça revient au sous-développement parce que l'individu pour aller... Quand vous parlez du marché noir, c'est ce qu'on appelle... Les médicaments de la rue. Oui. Les médicaments pharmacie Birbiri. Voilà, pharmacie Zouimbasta. Voilà, donc vous partez tout de suite au marché de bétail, vous allez voir que les produits sont en pagaille. Voilà, il se craint même, ça se craint même pas, ça se vend comme des bonbons. Et nous aussi, nos manières, même les professionnels de la santé, un individu va venir, il va te dire que bon, j'ai besoin de telles molécules. En pharmacie, ça se vend comme des galettes, alors que normalement, ça devrait se vendre sous des prescriptions. Ça, c'est un facteur très important. Il y a un facteur aussi qu'il a évoqué qui est très capital, la notion de résidus. Tout de suite, quand vous partez pour acheter votre viande à manger, vous ne vous souciez pas si l'animal a été traité d'antibiotiques ou pas. Si vous prenez tout de suite au supermarché vos œufs, vos omelettes, vos saucisses, vos saucissons, tout ça, ça peut être des sources de viande ayant des résidus et au fur et à mesure, comme il a dit, vous consommez en réalité le médicament, mais qui n'est pas une dose thérapeutique, c'est-à-dire que ça ne permet pas de tuer les germes qui sont dans votre organisme. Mais le germe, naturellement, qui est dans votre organisme, s'imprègne déjà de comment la molécule fait pour l'éliminer. Donc lui aussi, c'est une question de survie. Il développe des mécanismes pour échapper en fait à votre mécanisme de combat. Pendant les explications, vous avez parlé donc de viande, je crois, contaminée ou pas. Et quel est le lien entre la résistance aux antimicrobiens et les animaux, voire la viande que nous consommons? Il faut dire que chez nous, en médecine vétérinaire, pour ramasser de façon ramassée, c'est ce qu'on appelle la notion de résidu. La notion de délai d'attente qui conduit à la notion de résidu. Ça veut dire que si vous administrez un médicament, il faut savoir aussi que ce sont les mêmes molécules qu'on utilise.
Que ce soit sur les humains, sur les animaux, c'est les mêmes molécules. Les antibiotiques, par exemple, ce que nous avalons, c'est ce qui est prescrit aux animaux? Exactement. Exactement, c'est la même chose, seulement c'est la posologie qui peut varier et en fonction, certains animaux ne vont pas s'adapter à telle molécule parce qu'ils développent des allergies, donc il faut changer, voilà. Sinon, c'est les mêmes molécules à la base. Voilà. Donc, quand on administre un produit, il y a essentiellement 4 étapes. Il y a l'absorption, le temps que le médicament puisse rentrer dans votre système, voilà, aller se métaboliser, après il serait distribué dans le site d'action et après il s'élimine. C'est le cycle normal de vie de la molécule comme ça. Maintenant, pour qu'il quitte de votre avalé là jusqu'à l'élimination, il y a un temps qui s'écoule. Donc c'est ce qu'on appelle le délai d'attente. Donc si vous consommez l'animal et que ce temps n'est pas encore écoulé, ça veut dire que vous consommez l'animal mais avec un antibiotique, par exemple. Oui, même ça peut être le lait. Vous avez trait le lait et tout de suite vous commercialisez, les individus consomment avec ces résidus. Voilà. Et malheureusement, comme ce sont des doses qui ne permettent pas de guérir, c'est comme j'ai dit, ils développent la résistance. Donc il y a un lien étroit qui fait que ça peut passer la résistance, beaucoup même, décrit nous le vétérinaire, parce que ça passe par le vétérinaire pour la plupart des cas et ça résout un peu le cycle en fait. Et en ce moment, quelle est la conduite à tenir? C'est pour ça que on doit envoyer les animaux à l'abattoir. Ça doit être vu par des spécialistes avant qu'on consomme. Et il faut dire que la notion de résidus au laboratoire, nous n'est pas encore arrivé à un niveau qu'on peut les détecter. Notre pays, vous voulez dire? Oui, notre pays, on est juste à une étape où on se permet juste de voir les lésions macroscopiques, c'est-à-dire ceux qu'on peut voir à l'œil nu. Alors que les résidus, c'est des molécules qui sont dans la chair, dans le système, donc on ne peut pas le voir. Donc, à laboratoire, c'est juste les lésions macroscopiques, comme les lésions tuberculées, qu'on peut essayer d'éliminer. C'est l'objectif de l'inspection à laboratoire comme ça. Mais au-delà, dans les pays développés, on peut arriver dans un rayon du supermarché, on fait un échantillonnage, on enlève quelques œufs, ou bien on enlève quelques saucisses, ou bien quelques yaourts, on part analyser au laboratoire, voir s'il n'y a pas de médicaments, des résidus de médicaments dans ce qui a été exposé dans les rayons. Des résidus d'antibiotiques, par exemple, voilà, d'antiviraux, voilà, d'antiparasitaires, etc. D'accord. Alors, on revient à Dr Diembré. Qui est susceptible d'être concerné par la résistance aux antimicrobiens? Est-ce que tout le monde... Tout le monde est concerné par ce phénomène-là, parce que l'introduction, comme vous l'avez dit, d'ici à 2050, on aura environ 10 millions de décès par an. Tout le monde est concerné, non seulement par le fait même des mécanismes de souvenir de la résistance, puisqu'on a dit, ne consommant même pas des médicaments, en consommant de la viande, de l'aubergine ou bien de la tomate, de la salade, on peut rentrer en contact avec soit des bactéries résistantes, soit avec des résidus d'antibiotiques. Comment vous expliquez cela au niveau des légumes? Au niveau des légumes, parce qu'au niveau des animaux, avec les explications, c'est un peu plus clair. Mais au niveau des légumes, par exemple, comment ça se passe? Au niveau des légumes, il y a deux aspects principalement qu'on peut dire. C'est soit lors du traitement des plantes, c'est-à-dire lorsqu'on met la plante pour protéger la plante, on met un certain nombre les engrais ou bien de pesticides qu'on met sur les plantes pour pouvoir les protéger. Ça peut aussi, des résidus de ces pesticides peuvent se retrouver dans la plante, même au moment de la consommation. D'où l'importance de bien les laver. D'où l'importance de bien les laver, ou bien même qui peut se retrouver aussi même à l'intérieur, en fait, dans l'organisme, même dans les cellules de la plante. Et il y a un autre aspect qui est là aussi, c'est l'eau du jardinage qu'on utilise pour en fait arroser nos plantes. Parce que comme il a su bien dit, je vais montrer un petit cycle. Par exemple, j'ai mon médicament quand je finis d'utiliser, que je vais jeter. Normalement, les médicaments sont des produits chimiques, à part qu'on ne doit pas mélanger avec les ordures ménagères comme ça. Donc je mets dans ces ordures ménagères là et on part jeter au dépotoir. Et la pluie vient, avec le ruissellement, il amène la molécule dans un cours d'eau. Et voilà, on a des résidus de... En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux médicaments qu'on a à la maison, les restes de médicaments? En réalité, les restes de médicaments doivent être traités. Les restes de médicaments doivent être traités et la meilleure méthode pour le traitement des médicaments, des restes de médicaments, que ce soit périmés ou non utilisés qui sont à domicile, c'est l'incinération à haute température. Mais est-ce qu'on peut les remettre à nos pharmaciens voilà. Actuellement, il n'y a pas de cadre réglementaire qui encadre en fait cet aspect-là. Pour prendre un exemple, en France, il y a une loi qui a été votée obligeant les officines à collecter les médicaments.
Lorsque l'officine va collecter, l'officine va... Lorsque les médicaments sont périmés. Périmés, ou soit le traitement est fini et puis il y a des restes de médicaments, les médicaments non utilisés, comme on les appelle, ou les médicaments périmés, ils renvoient ça à la pharmacie. Et la pharmacie aussi va stocker, remettre au grossiste qui vient le livrer. Le grossiste va amener au niveau d'une association qui va se charger d'incinérer les médicaments là. Et c'est un recyclage en fait. Donc la chaleur produite par l'incinération est utilisée encore sous forme de chauffage ou d'électricité pour alimenter certains ménages. Donc il y a tout ce circuit là qu'on doit mettre en place pour les médicaments non utilisés et périmés qui se trouvent dans nos ménages. Donc pour revenir au circuit, lorsque je remets, il y a le ruissellement, les molécules vont se retrouver dans l'eau et le jardinier va utiliser cette même eau là pour arroser les plantes, les légumes. Voilà, les plantes, les légumes. Ou bien les résidus qui se retrouvent dans l'eau vont rentrer en contact avec des bactéries, des germes qui se retrouvent dans l'eau. Ils vont développer, en étant en contact quotidien avec des petites quantités, ils vont développer en fait des mécanismes pour pouvoir comment se protéger de ce genre d'agresseurs. Voilà, donc ce sont les deux manières par lesquelles en fait les médicaments ou les résidus d'antibiotiques peuvent se retrouver au niveau des plantes. Donc comme j'ai dit, donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont les plus des enfants touchées. Aux adultes. Des enfants aux adultes, tout le monde. Personnes âgées, tout le monde est concerné. Tout le monde. Maintenant, il y a des personnes à risque, effectivement. Il y a les personnes âgées, il y a les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes qui sont les personnes à risque. Donc, ce sont des personnes fragiles. Mais de façon générale, on trouve les germes les plus résistants en milieu hospitalier. Voilà. Donc, c'est de façon générale. Donc, les germes les plus résistants sont retrouvés en milieu hospitalier. Lorsqu'on retrouve un germe multirésistant ou résistant en milieu communautaire, il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, les germes les plus résistants sont trouvés en milieu hospitalier. Pourquoi c'est en milieu hospitalier qu'on les retrouve? Puisque c'est dans ces sphères-là, dans les centres de formation, qu'on utilise le plus les antibiotiques. Donc, lorsqu'on va utiliser le plus les antibiotiques, on va faire la pression de sélection, comme ce que j'ai dit, et on va retrouver les germes les plus résistants au niveau de ce milieu-là. Docteur Moussaoui Traoré, et à quel moment est-ce qu'on peut parler? Quels sont les symptômes chez un individu pour dire que cette personne, par exemple, est face à une résistance à des antimicrobiens? Et ce qui est écœurant, parce que on constate que plus sur nos animaux de rente, parce qu'on a catégorisé, il y a des animaux de compagnie qui ne sont pas destinés à la consommation, même si au Burkina, par exception, ceux des Réaux mangent tout. Voilà. Donc, par essence, ce sont des animaux qui n'étaient pas destinés, comme les chiens, les chats, c'était des animaux qui ne sont pas destinés. C'était des animaux domestiques. De compagnie, ils ne sont au pas... Départ, voilà, au même départ. S'il y en a qui en consomment. Donc, ça doit être redéfini encore, voilà, dans le contexte burkinabé. Et quand ces animaux dits de compagnie, chez eux, ça va mieux. Maintenant, on constate que ce sont surtout sur les animaux de rente, c'est-à-dire le poulet qui pond, la vache qui produit du lait, l'embouche qu'on fait pour commercialiser la viande après. Les gens utilisent les molécules de façon anarchique. J'avais partagé un antibiogramme, on a fait de la culture bactérienne, pour essayer de faire quoi, de voir en fonction de la maladie. C'était un Pseudomonas, une bactérie qui avait fait l'infection. On avait essayé de voir quelles sont les catégories de molécules qui peuvent tuer ces Pseudomonas, cette bactérie-là. On a fait une liste de combien? Environ 17 molécules. Quand vous dites molécules, c'est le médicament. Le médicament, avec... voilà. Donc, on a fait une liste de 17 molécules et tout ça résistait. Aucun médicament ne pouvait traiter la bactérie qu'on a en traiter la bactérie qu'on a en place. Il nous arrive souvent que nous, on est obligé de prescrire l'ordonnance pour que ça parte en France pour qu'on trouve la molécule adaptée. Donc, pour dire que quand ça résiste comme ça, et je sais que ces œufs qui sont en train d'être pondus, le gars ne va pas se permettre de les incinérer. Ça sera dans notre marché, tout le monde consomme. Et vous voyez des molécules très précieuses au niveau de la médecine humaine. On l'utilise de façon banale, par exemple la colistine. Voilà. Et les animaux commencent à résister à ça. Je me demande dans 5-10 ans, est-ce que pour une petite infection banale, tout le monde n'est pas condamné à mourir? Parce que chez nous, on l'utilise. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment c'est un peu très complexe. Et chez nous aussi, la résistance, elle est quasi permanente. Chaque fois on rencontre. Et le problème qu'il faut craindre quand chez nous il y a la résistance, c'est que l'homme est prédestiné à mourir. Parce que beaucoup de denrées passent par nous. Beaucoup de denrées passent par nous. Donc d'où l'intérêt vraiment de bien mûrir la réflexion à tous les niveaux. Docteur Guembré, quels sont les symptômes de la résistance donc, aux antimicrobiens? Quand vous êtes en face d'un malade, à quel moment vous pouvez dire que ce malade
fait face à une résistance aux antimicrobiens? Il n'y a pas de symptômes ou de signes qui peuvent amener à dire que ce patient est infecté par des microbes qui sont multirésistants ou des bactéries qui sont multirésistantes. Donc, au niveau de l'hôpital, quand le patient arrive, on fait un traitement probabiliste, puisque quand on dit probabiliste, c'est qu'on ne connaît pas le microbe, on ne connaît pas aussi la sensibilité du microbe. Donc, on met un traitement probabiliste parce que l'examen qu'on doit faire doit prendre au minimum 3 jours. Donc, pour ne pas laisser ce patient-là dans la souffrance pendant les 3 jours, mais un traitement probabiliste sur la base des informations qu'on a par rapport à la pathologie du patient. Et puis, on prélève maintenant, on va au laboratoire pour faire l'examen. Donc, arrivé au laboratoire, et on va isoler le germe. Voilà. Si on isole le germe, maintenant, on va tester un certain nombre de médicaments. Voilà. Par exemple, je vais citer... On peut tester peut-être l'amoxicilline, le Cotri, voilà, le ceftriaxone, d'autres molécules, d'autres médicaments, d'autres antibiotiques qu'on peut tester sur les germes pour voir la sensibilité ou la résistance. Maintenant, à la fin, le laboratoire va faire sortir un résultat où on va mettre, en fait, on va citer tel médicament, est-ce que c'est sensible ou c'est résistant par rapport aux germes. Donc, avec ces résultats-là, si on a un certain nombre de groupes, voilà, par exemple, si la bactérie est résistante à 2 familles d'antibiotiques, on va dire que la bactérie est multirésistante. Si ça va au-delà, on va dire que la bactérie est ultra résistante. Voilà, aujourd'hui on parle de toto-résistance, comme ce qu'il a dit, où il n'y a plus, voilà, dans les germes qu'on a testés là, il y a des molécules qu'on a testées, la bactérie est résistante à toutes ces molécules-là. Donc, ça à partir de ce moment, on peut dire que le patient fait face à infecté par un microbe qui est résistant ou qui est multirésistant ou ultra résistant. Et en ce moment, quelle est la conduite à tenir? Donc, en ce moment, quand on va regarder l'antibiogramme, on va voir qu'il y a des molécules aussi dont le germe est sensible. Donc, des molécules qui sont efficaces. Des médicaments qui sont efficaces sur les bactéries. Donc, ce sont ces médicaments-là qu'on doit utiliser. Alors que si on n'a pas fait l'antibiogramme, on va continuer à peut-être utiliser des médicaments qui ne sont pas efficaces sur le germe. Donc, si l'antibiogramme donne des molécules, des médicaments qui sont efficaces, ce sont ces médicaments-là, normalement, qu'on doit utiliser pour la prise en charge, pour éliminer les bactéries. Mais est-ce qu'il peut arriver des moments où il n'y a pas de médicaments pour faire face donc aux microbes? On arrive à avoir des antibiogrammes où le microbe est résistant à tous les médicaments qu'on a testés. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. On appelle ça l'impasse thérapeutique. Il n'y a plus de solution pour le traitement de ce patient-là. Voilà, par rapport aux outils qu'on a testés. Maintenant, comme il a dit, c'est possible aussi de faire un prélèvement à l'extérieur pour qu'on puisse tester d'autres molécules qui ne sont pas disponibles sur notre territoire ici et voir leur efficacité. Et dans ce cas-là, si c'est efficace, voilà, faire venir ces médicaments-là. Donc tout ça, en fait, c'est la logistique qui est derrière qui est un peu difficile. Donc le temps de prélever, envoyer. Et je vous ai dit que le minimum, c'est 3 jours. Les gens doivent prélever, envoyer. Les 3 jours, c'est quand c'est au niveau national? Oui, même quand ça va à l'extérieur. Quand ça rentre au laboratoire, minimum c'est 3 jours. C'est les mêmes délais. Voilà, les 3 jours, ça peut aussi impacter en fait sur la pathologie du patient. Est-ce que le patient va pouvoir tenir ces 3 jours encore ou bien voilà. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Donc personne n'est protégé de ce phénomène-là. Tout le monde peut subir ça. Alors, ce qui est important d'ajouter est que quand on passe d'une résistance à une autre, le coût des molécules même ça augmente. Donc pour le pauvre citoyen, ça devient de plus en plus compliqué pour lui, par exemple, de survivre dans ces conditions. Quand vous prenez tout de suite, je pense qu'Amoxy, si je dis le contraire, il pourrait me contredire. Je pense qu'Amoxy à la clinique, en pharmacie, ça ne dépasse pas 100 francs. Mais quand vous passez à une gamme supérieure, première génération, deuxième génération, jusqu'à trouver votre solution, plus vous passez d'une génération à l'autre, vous allez voir que le coût qui va ajouter, ce n'est pas moins de 5 000. Donc, c'est l'impact économique même de la résistance comme ça. Donc, plus vous résistez et qu'on cherche des molécules de haute classe, par fini, ça devient trop cher. Il y a des gens qui, actuellement, à Ouagadougou, qui vont vous dire que la prise en charge journalière de leurs patients, ne serait-ce que pour les médicaments, ce n'est pas moins de 100 000. Donc, si tu es pauvre, tu es condamné à mourir, en fait. Oui. Voilà. Tout ça parce qu'on est en face d'une résistance, aux médicaments. Voilà. Alors, au niveau donc des animaux, de manière générale, vous avez abordé quelques conséquences. Quelles sont d'autres conséquences qu'on peut observer au niveau des animaux face
quand on est face à la résistance donc aux agents antimicrobiens? Il faut dire que chez nous, la résistance aux antimicrobiens est mal diagnostiquée. Mal diagnostiquée parce que tout de suite, si je vous dis que votre bélier, je vais faire un prélèvement sanguin ou bien un écubionnage nasal pour amener au laboratoire, faire de la culture bactérienne, aller à faire l'antibiogramme, avoir un résultat, vous allez dire que des gens vont dire, ça étonne les gens en fait. Oui, qu'on traite les animaux. Qu'on traite des animaux, qu'on fait un prélèvement sanguin, qu'on part au laboratoire pour faire. Donc ceux-mêmes qui adhèrent d'abord à cette chronologie thérapeutique sont très peu, sont très moindres. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne fait que bombarder les antibiotiques seulement. On ne fait que bombarder les antibiotiques. Donc ça, c'est déjà une conséquence qui fait que le diagnostic de la résistance est un peu très faible. Sauf en milieu urbain, qu'on arrive généralement à faire certains examens. Sinon, en milieu rural, ça devient de plus en plus complexe. Et également, l'autre chose aussi, c'est comme j'ai dit, si ces animaux résistent à ces molécules et que ces animaux sont destinés à la consommation humaine, que ce soit la chair brute ou bien les denrées d'origine animale, comme le lait, les yaourts, le fromage, les saucisses, les saucissons, qu'on transforme, sont déjà contaminés également. Donc, vous allez consommer directement avec les résidus et la résistance va de mal en pire. Voilà, donc c'est un peu ça les grandes figures. Et également, l'autre aspect aussi qu'il faudrait ajouter est que souvent, les animaux ne viennent pas en milieu hospitalier de façon fréquente. C'est des déplacements. Il faut le vétérinaire qui sera là. Voilà. Et alors que si on prescrit un antibiotique, prescription minimum, c'est sur 5 jours. Sur d'autres, ça peut aller sur 21 jours. Donc, si toi aussi tu te déplaces, il y a des coûts derrière. Donc, ça fait que la personne va te dire qu'au lieu d'aller faire le traitement normal, qui doit durer 5 jours, quand il voit que les symptômes ont évolué, il va dire que c'est plus la peine parce que l'animal est guéri. Alors que il arrête. Et il arrête. C'est ce qu'on disait, l'utilisation raisonnée des antimicrobiens, c'est très important. C'est pas parce que le médecin t'a prescrit 7 jours de traitement et que tu as pris 2 fois, ça va déjà te dire que tu t'arrêtes. En fait, ça favorise la résistance. Parce que si le médecin t'a dit 7 jours, c'est parce qu'il sait que dans les 7 jours, normalement, tu auras éliminer tout. Mais il sait que dans les 3 jours, si la molécule est bien adaptée, tu seras guéri, tu seras guéri visiblement, mais étiologiquement, les germes toujours persistent dans ton organisme. Mais les gens vont jeter parce que bon, ça va maintenant, je ne prends plus. C'est une des causes majeures aussi de la résistance. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que c'était, je voulais revenir dessus, mais comme il a déjà insisté, par rapport à la durée du traitement, c'est très important parce qu'on estime. Là, c'est des conseils déjà que vous donnez. Donc, moins de 50% prennent bien le traitement jusqu'à la fin. Ça, c'est des estimations au niveau mondial. Donc, lorsqu'on prescrit un traitement, on vous a donné 7 jours de traitement, vous avez payé pour 7 jours. Continuez, respecter, voilà, respecter, surtout pour les antibiotiques. Si on vous a donné des heures de prise, il faut respecter ces heures-là. Et puis, il faut respecter aussi la durée, puisque ces heures vont permettre de faire quoi? Puisque dans le traitement-là, il faut que la dose, la concentration en antibiotiques ou bien en antimicrobiens atteigne une concentration, en fait, qu'on appelle la concentration thérapeutique. Donc, c'est la concentration qui va en fait être efficace et puis va tuer la bactérie. Donc, quand on vous dit de reprendre et de prendre peut-être 3 fois dans la journée, voilà, on vous donne des heures précises, vous devez les reprendre parce que lorsque vous reprenez le médicament, ça va en fait rehausser la concentration dans le sang du médicament. Mais lorsque vous mettez des écarts trop importants, arrivé un moment, la concentration va baisser et ne va plus être efficace. Donc c'est pour ça que c'est très bon de respecter les intervalles de prise des médicaments ou bien les horaires de prise et aussi de respecter la durée du traitement. Sans oublier les doses. Sans oublier les doses. Posologie. La posologie correcte. Voilà. Donc on parle d'usage rationnel. Voilà. On parle de bons médicaments au bon patient, au bon moment, à la bonne dose et au bon coût. Parce qu'on parle de rationnel. Il faut que le patient aussi puisse pouvoir payer ce médicament-là. Aux médicaments. Alors, on va revenir à l'AGIRAM. En tant que membre du conseil scientifique de action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau dans le cadre de la semaine? Puisque le reportage que nous avons visionné, c'était une activité dans le cadre de la semaine du bon usage des antimicrobiens. Mais avant cela, parlez-nous un peu de l'AGIRAM, comment elle a été mise en place? L'AGIRAM a été mise en place après un constat
le constat même que vous avez fait ici, parce qu'il y a une alerte qui a été lancée par l'OMS en 2014 sur la résistance aux antimicrobiens. Et dans nos pratiques à l'hôpital, comme à l'officine pharmaceutique, comme aussi ceux qui sont dans le milieu vétérinaire, on a constaté l'usage inapproprié et abusif des antibiotiques. On a constaté surtout les antibiotiques. Surtout les antibiotiques. Voilà, quand on parle de résistance aux antimicrobiens, c'est large, comme on a expliqué, mais c'est surtout... Parce qu'il y a les antiviraux, voilà, vous avez parlé des antifongiques, des antiparasitaires. Parasitaires. Maintenant, voilà. Donc les antibiotiques, c'est le sous-groupe le plus utilisé. Donc c'est pour ça qu'on parle de résistance aux antimicrobiens. On a tendance à ramener chaque fois aux antibiotiques. Donc, on a constaté dans nos pratiques, en fait, que c'était le médicament le plus utilisé. Et au laboratoire, on constatait aussi beaucoup de résistance. Donc, on a vu des cas de patients où tous les médicaments disponibles à l'hôpital n'étaient pas efficaces contre le germe qu'ils portaient. Donc, c'est ça, on s'est vu, on a pris conscience de ça et on a dit qu'il serait important qu'on s'organise. On s'organise, mais pas seulement dans la santé humaine, dans la santé animale, la santé environnementale, comme vous avez dit, tout est lié. La santé environnementale, des sociologues, des démographes, tout, pour qu'on puisse en fait travailler ensemble pour porter le danger, le fléau là, à la conscience de tout le monde. Donc c'est de là qu'est parti Agiram. Donc c'est une association qui regroupe des jeunes pluridisciplinaires dans plusieurs domaines comme je l'ai cité et qui travaille à sensibiliser, à former et à faire des cas pratiques de recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, lors de la semaine du bon usage des antimicrobiens, on a travaillé à aller vers notre public cible. Quand on dit notre public cible, c'est le public qui peut changer les choses de demain. On est allé vers les élèves et porter cette question de la résistance aux antimicrobiens à l'intention des élèves et on les a question de les sensibiliser. Les sensibiliser pour qu'ils puissent aussi transmettre l'information aux parents, dire que quand j'ai la toux, c'est pas antibiotique directement, quand j'ai telle pathologie, voilà, il faut consulter. L'automédication. Voilà, l'automédication est à éviter, surtout dans le domaine des antimicrobiens, des antibiotiques. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. Après, comme on est à l'aide du numérique, on sait que une grande partie de la population burkinabé est connectée à Internet. On essaie de faire une campagne publicitaire via les réseaux sociaux. Une campagne publicitaire où on a contacté des experts du domaine. C'était un directeur d'hôpitaux, c'était un directeur de centre de recherche au niveau de la résistance des antimicrobiens. C'était des enseignants-chercheurs à l'université pour pouvoir passer un message à travers des cadres de publicité qu'on avait créés pour pouvoir passer le message. En dehors de ça aussi, avec Dr Moussa, on a essayé de travailler, faire une collecte de données sur en fait, la connaissance et les pratiques en termes d'utilisation rationnelle des médicaments. Et on a fait cette enquête-là. Il est revenu que voilà, dans le cursus universitaire, beaucoup, même dans le domaine de la santé, n'ont pas de formation en fait, spécifique sur la résistance aux antimicrobiens. Les agents de santé. Les agents de santé. De manière générale. Donc c'est pour ça aussi on veut profiter, faire un plaidoyer dans ce sens-là, essayer d'intégrer dans le cursus universitaire des agents de santé un aspect, voilà, un module en fait sur la résistance aux antimicrobiens. Ça va permettre d'améliorer les pratiques. Donc c'est un ensemble d'activités qu'on mène. Voilà, actuellement on a lancé le programme de formation des jeunes sur la résistance aux antimicrobiens. C'est un programme qui réunit plusieurs pays. Voilà, on a une dizaine de pays qui ont postulé pour participer. Et on a aussi fait le symposium, un symposium francophone sur la résistance aux antimicrobiens et où il y a plusieurs pays aussi qui ont participé, des experts du domaine qui sont venus intervenir pour présenter. Donc l'objectif essentiel, c'est la sensibilisation, la formation, la conscientisation et aussi une partie de recherche. Voilà, donc c'est un peu résumé ce que la GIRAM fait. Docteur Moussa Ouedraogo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Il faut dire que vraiment, actuellement, on pourrait qu'être fiers parce que quand on lançait ça, c'était vraiment, si tu n'étais pas fort, voilà, c'était une question non connue.
Voilà, du milieu même. Du milieu hospitalier. Hospitalier. Du milieu hospitalier, des agents qui prescrivent, tout. Bon, c'est des faits qui passaient, mais personne ne pensait vraiment à concrétiser ça. Par contre, dans d'autres pays qu'on a été, comme le Sénégal, ils sont déjà vraiment en avance sur ces questions-là. Donc, quand on lançait pour la participation, tout, c'était vraiment un truc. Mais tout récemment, quand on a lancé la formation qui va durer 4 mois, je crois, on voulait 200 personnes. Il y a plus de 600 personnes qui ont postulé. Divers pays. De divers pays, avec comme plus de 12 pays, 12 nationalités différentes. Donc, ça veut dire que la communication a déjà pris de l'ampleur. Et au cours de ces... Les acteurs de la santé veulent approfondir la question de la résistance. Effectivement, on a reçu des CV, on a reçu des trucs qui expliquent vraiment leur engouement autour de la question. Donc, c'est pour dire que le message est déjà passé. Et je pense qu'avec cette dynamique-là, on aura vraiment à avoir beaucoup de résultats qui vraiment pourraient contribuer favorablement. Et également, dans le cadre de la recherche, on essaie vraiment de pousser pour chercher des finances, dans le cadre pour mettre des étudiants. Moi, particulièrement, j'ai mis certains de mes étudiants sur cette question de la rame. Et mais ce sont des thématiques qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Parce que tout de suite, je vous parlais d'aller dans un rayon de supermarché, essayer d'échantillonner pour aller analyser, voir les résidus. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est des coûts. Oui. Voilà, c'est très cher. C'est la notion de recherche de résidus dans les laboratoires. Je vous dis que pour un échantillon de 200, vous n'avez pas moins de 4 millions à le faire. Donc, en tant que jeunes, nous n'avons pas encore ces fonds, mais on fait toujours des plaidoyers. Quand on a des trucs, les étudiants sont là, on les encadre et après, bon, ça pourrait être des thématiques d'intérêt. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous pouvons dire sur les actions de la GIRA. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui nous suivent en ce qui concerne la résistance aux agents antimicrobiens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter donc ce genre de situation? Donc, permettez-moi, avant de passer à cette question, de dire que au Burkina Faso, en tout cas, les autorités sanitaires ont considéré la question de la résistance aux antimicrobiens comme une question de priorité. Donc, actuellement, on a un système de surveillance qui est mis en place avec 19 laboratoires sentinelles, et dont un laboratoire vétérinaire qui collecte les données chaque année, qui fait sortir des résultats sur la surveillance en fait, de la résistance aux antimicrobiens. Et voilà. Donc, dans ce cadre-là, il y a le bulletin. Chaque année, il fait sortir un bulletin de surveillance de la résistance. Et aussi, il y a également eu un plan d'action. Dans un plan d'action multisectoriel, c'est très important, impliquant les 3 grands ministères ou les 4 grands ministères qui sont impliqués dans ce qu'on appelle le concept One Health. C'est-à-dire le concept une seule santé, où la santé animale, la santé humaine et la santé, quand on parle de santé environnementale, ça implique tout ce qui est agriculture et le ministère de l'Environnement dans cette lutte-là. Puisqu'on a vu que tout est lié. Tout est lié. Il faut une approche vraiment pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge en fait, cette pathologie-là. Donc aussi, au niveau du ministère de la Santé, aussi, on a des informations sur les données de consommation des antibiotiques. Donc c'est très important de suivre ces 2 aspects-là pour pouvoir en fait, lutter vraiment contre la résistance aux antimicrobiens. Donc en termes de conseils, c'est travailler à l'usage rationnel des médicaments. Ça, c'est pour les agents de santé. Travailler à l'usage rationnel des médicaments. Quand un patient arrive, il ne suffit pas de prescrire. Il faut bien investiguer, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, des protocoles thérapeutiques qui existent pour pouvoir prendre en charge les pathologies. Et en plus de ça, pour les populations, il faut respecter les durées de prescription, les durées de traitement, la posologie. Il faut éviter l'automédication. Et lorsqu'on est malade, il faut aller à l'hôpital. Docteur Moussa Ouedraogo va compléter les conseils que vous avez à donner donc à ceux qui nous suivent. Ok, pour ajouter à ce qu'il a dit, il faudrait éventuellement, c'est surtout l'automéditation. Et ça commence d'abord par nous, les agents de la santé. Parce que quand l'argent prend le dessus de tout, ça devient autre chose. Aucun test au Burkina n'autorise une officine ou bien une pharmacie vétérinaire à dispenser des médicaments sans, une certaine catégorie de médicaments sans ordonnance. Mais tout de suite, quand vous partez en pharmacie, on vous donne amoxicilline. Est-ce à dire que les pharmaciens, les vendeurs, ils doivent refuser de servir? Ils doivent respecter les textes. Les textes sont là, mais le problème est que personne ne respecte. Si c'est en matière de tests, le Burkina, en tout cas, nous en disposons les meilleurs tests. J'ai été témoin au Maroc, on m'a dit que eux se sont inspirés de beaucoup de tests burkinabés. Parce qu'en matière dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé animale, plus précisément. Parce que nos tests vraiment sont efficaces. Mais malheureusement, personne ne pratique. Même moi qui vous parle, souvent on est tenté. Souvent on est tenté. Si je ne pense pas à Giram, souvent tu es tenté de dispenser la molécule et puis de prendre ton argent facilement. Donc juste pour dire que
l'automéditation, et c'est nous aussi qui le favorisons. Parce que si le patient vient vers toi et que tu dis que non, est-ce que tu as vu un médecin pour avoir une prescription? Il dit non, tu ne prescris le médicament. Demain, il va forcément commencer par la base du cycle. Passer voir le médecin avant de venir chez toi. Mais maintenant, si nous on dispense, bon, il n'aura plus besoin d'aller voir le médecin parce que de toute façon, il peut avoir ça en pharmacie. Donc, c'est surtout ça, l'automéditation et aussi le marché noir. Vous avez vu que ceux qui ont suivi l'actualité, il y a vers le mois de mars, il y a eu 22,7 tonnes de médicaments vétérinaires et humains qui ont été découverts à Bobo. Et tout récemment aussi avec les sorties au niveau de Sankaré, on a découvert encore plus de 20 tonnes de médicaments. Ça rentre. Destinés aux animaux et aux humains. Parce que bon, comme j'ai dit, à la base, vous trouverez des laboratoires qui produisent des médicaments pour humains, pour animaux. Donc, à l'international, c'est vraiment, les commandes peuvent se faire de façon similaire en fait. Voilà, donc, dans le marché noir, les gens gagnent les médicaments facilement. Donc, c'est vraiment maximiser sur le contrôle et également empêcher les gens vraiment d'avoir accès facile aux molécules. Sinon, nous allons tous périr. Merci beaucoup à vous. Nous allons terminer avec la dernière rubrique qui s'intitule « Bien manger, mieux se sentir ». Concernant toujours l'alimentation, en lien avec la rame, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Donc, il faut dire que ça, c'est vraiment une question très, très capitale parce que chez nous, les vétérinaires, on nous accuse que c'est nous qui sommes à l'origine de la résistance. À la base, c'est pas faux, même si aussi les pharmaciens ne sont pas en arrière. Voilà, c'est pour dire que, comme j'ai parlé, je vous prends un exemple. Il arrive que nous suivons des fermes qui peuvent faire en chiffre d'affaires 10 millions de chiffres d'affaires d'œufs par jour. Il advient que, par exemple, une infection à une bactérie quelconque, Escherichia coli si vous voulez, et on est obligé de prescrire un antibiotique. Et quand on prescrit l'antibiotique, c'est sur 7 jours par exemple minimum. Et dans ces 7 jours, on va te dire que le délai d'attente de la colicine, c'est de 11 jours dans les œufs. Donc ça veut dire que à partir du moment que vous commencez à administrer la colicine, qui va durer 7 jours, vous devrez ajouter 11 jours encore. Ça va combien? 18 jours. Ça veut dire que dans ces 18 jours-là, les œufs ne doivent pas être consommés. Donc, pour une ferme qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions, pendant 18 jours, ça va combien? Plus de 118 millions. Bon, 118 on est tenté. On est tenté. Au Burkina, il faut être clair. Personne n'est prêt à brûler 118 millions pour une question de santé publique. Voilà pourquoi un peu dans les pays développés, comme dans l'Union européenne, ils ont une exigence spécifique. L'œuf qui est exposé au rayon, par exemple, sur l'œuf, vous avez l'identité de la ferme qui a produit l'œuf, les traitements d'antibiotiques ou de résidus d'antibiotiques qui a été administré et un vétérinaire certifié avant qu'on l'expose à la commercialisation. Mais comme nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, c'est pour dire aussi qu'il faudrait que la prise de conscience soit collective. Alors que ces 18 millions que l'individu a mis dans sa poche, l'État va dépenser plus dans cette lutte de résistance. Parce que dans le milieu hospitalier, si les gens meurent parce qu'il n'y a pas de molécules pour le soigner, l'État va dépenser plus que ça. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il faudrait un système de dédommagement à un certain niveau pour essayer vraiment que l'éleveur aussi absorbe perdre en partie et l'État aussi rembourse en partie. Parce que tout est lié en fait. S'il refuse et qu'il commercialise, on peut appliquer la loi sur toute sa rigueur. Tout à fait. Mais si derrière, s'il n'y a pas de compensation, c'est un peu très difficile. Nous, vétérinaires, on va te conseiller. Mais il y a un qui m'a dit clairement, l'ortolé, ça là, je vais le faire. Je ne peux pas le faire. Bon, parce que c'est compliqué. Il sera dénoncé. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment très complexe, voilà, il faudrait une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau décideur. Beaucoup de sensibilisation. Et c'est l'occasion à travers cette émission. Voilà. Donc le lien entre nutrition et puis résistance aux antimicrobiens, il y a 2 aspects qu'on peut faire sortir ici. C'est que les aliments peuvent être comme des transporteurs. Donc, transporteurs de quoi? Peut-être soit comme des transporteurs de résidus d'antibiotiques qui vont être consommés par les humains, ou soit il peut être comme transporteurs de bactéries ou de microbes résistants qui peuvent être ingérés par l'organisme. Donc, c'est les 2 aspects. Et l'autre aspect, c'est quoi? C'est que lorsqu'un enfant est malnutri, son système immunitaire est déficient. Donc, ces personnes sont plus à même à développer des infections. Alors que tant qu'on ne développe pas des infections, tant qu'on n'a pas une infection, on va prendre un antimicrobien pour rien.
Voilà, donc ces personnes sont plus susceptibles à développer des infections, à prendre des antimicrobiens, à être en contact avec des antimicrobiens, à sélectionner peut-être certains germes qui, voilà, après peuvent se transmettre à d'autres personnes qui vont développer, qui vont être en contact avec des germes résistants et puis avoir une infection grave. Donc c'est ce lien-là. En tout cas, le lien le plus probant et le plus direct, c'est le lien de transporteur de germes résistants ou de résidus d'antibiotiques. Et une question pour terminer, mais est-ce que lorsqu'on est bien alimenté, cela peut contribuer donc à faire face à la résistance? Quelqu'un qui mange bien, qui s'alimente bien et qui prend les médicaments, même si la personne tombe dans la résistance, est-ce que même la personne peut arriver à une résistance antimicrobienne? D'accord. Lorsqu'une personne s'alimente bien, voilà, et son système immunitaire est plus efficace. Donc, le seul lien que on peut faire ressortir, c'est que son système immunitaire est plus efficace et il sera en fait plus résistant face aux infections. Que ce soit aux infections de germes résistants, de germes non résistants, voilà, il sera plus à même de se protéger contre les infections. Maintenant, lorsqu'on contracte une infection, qui serait une infection de type... il y a certaines personnes qui peuvent contracter une infection et puis faire des formes qu'on appelle les formes asymptomatiques, les formes sans signe. La personne a une infection, mais comme son système immunitaire est efficace, voilà, est rude, voilà, il arrive à vivre avec cette infection-là, dont on les appelle des porteurs sains. Mais ces personnes peuvent aussi transmettre à d'autres personnes. Et puis, cette personne... Donc, ces personnes constituent des dangers. Pas forcément des dangers, mais eux, en tout cas, leur système immunitaire, ou bien d'autres facteurs peuvent faire que, malgré les germes, ils n'ont pas d'infection. En tout cas... Mais le fait qu'ils puissent transmettre à d'autres personnes... Transmettre à d'autres personnes, ça aussi, c'est le danger. Mais dans tous les cas, on conseille de bien s'alimenter, manger équilibré et diversifié pour pouvoir même garantir sa santé, parce qu'il y a d'autres pathologies en dehors des infections, de la résistance aux antimicrobiens, telles que les cancers qui sont dus à l'alimentation, dont on peut, avec une alimentation équilibrée, on peut s'en préserver. Nous sommes au terme de notre émission. À vous qui nous suivez, nous vous disons merci. Nous disons également merci à nos invités qui, nous rappelons, ont été le docteur Adama Diembré. Vous êtes le responsable scientifique de l'association Action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens. Et merci également au docteur Moussa Ouedraogo. Vous êtes vétérinaire, biologiste également. Vous êtes chargé à la formation de l'association Action des jeunes contre la résistance aux antimicrobiens Agiram. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Merci aux téléspectateurs pour la constante fidélité, tous ceux qui nous suivent. Sur ce, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous. Mais en attendant, nous vous disons, portez-vous bien, prenez bien de votre santé surtout.